Et faute d'avoir permis d'anticiper l'impact du Covid-19, il faut quand même dire que la puissance de ces technologies, notamment numérique, intelligence artificielle, s'est partout mobilisée pour accélérer la recherche scientifique, limiter l'expansion de l'épidémie et aujourd'hui faciliter la reprise de l'activité économique. Mais le recours à cet atout considérable qu'est la technologie pose aussi des questions éthiques et peut susciter de vives inquiétudes au point de freiner l'adoption des solutions proposées. Ainsi, aujourd'hui même, sera fait en France le point sur le déploiement de l'application Stop Covid-19 qui semble à l'heure actuelle n'avoir été téléchargée que par un faible pourcentage de la population. Alors que l'épidémie continue à se répandre sur certains continents et que beaucoup de pays et d'entreprises n'ont pas encore finalisé leur stratégie de sortie de crise sanitaire et économique, nous avons souhaité vous présenter aujourd'hui les résultats d'une étude qui a mobilisé 45 experts issus de 13 pays différents. Fidèle à sa mission, la Human Technology Foundation a initié cette étude afin de déterminer comment, dans un contexte de crise comme le contexte actuel, l'usage de la technologie peut toujours se faire au bénéfice de l'humain. Nous appuyant sur un arrière-plan scientifique, nous avons souhaité apporter des solutions concrètes. Il en résulte une méthode d'évaluation et de gouvernance des technologies particulièrement adaptée à la lutte contre le Covid-19, mais qui pourra aussi être employée pour choisir et piloter tout type de technologie en situation de crise. Ce travail a permis de croiser des vues de spécialistes des technologies étudiées, de juristes, d'éthiciens. Avant de céder la parole à certains d'entre eux, je tiens à remercier chacun de ces participants, de ces contributeurs, et tout particulièrement les partenaires entreprises et institutionnels qui ont rendu ce travail possible. Mes remerciements vont également à Jean-Louis Davet, qui a présidé au dessiné de cette étude, à Maître Charles Morgan, qui a coordonné toute la partie juridique, à Adrien Badevant, chef de projet, et à Anne-Marie Hubert, associée directrice de EY pour l'Est du Canada et présidente du chapitre montréalais de notre fondation. Tout au long de ce webinaire qui sera enregistré, vous pourrez poser vos questions en utilisant la fonction questions et réponses qui se trouve au bas de votre écran. Sans plus attendre, Anne-Marie, c'est à toi que je cède la parole pour animer ce séminaire. Un grand merci, Eric, et je me joins à toi pour remercier tous nos collaborateurs. La diversité d'expertise nous a permis de réfléchir de façon hyper intéressante. Donc, on a avec nous, pour amener l'une de ces expertises, on avait le privilège de travailler avec M. Gilles Mazard, qui est directeur ingénierie au Lab d'innovation avancée de Samsung. Donc, la plupart des entreprises et des gouvernements, Gilles, ont réalisé rapidement que des solutions technologiques pourraient les aider à gérer plus efficacement les risques sanitaires et à sauver des vies. On a répertorié rapidement des dizaines d'applications développées ou en cours de développement pour répondre à des besoins variés. On a parlé de solutions technologiques pour le traçage automatisé des contacts des individus porteurs du virus, des études de comportement à l'échelle collective pour fournir aux chercheurs des informations utiles sur la propagation du virus, contrôle du respect des mesures sanitaires telles que la distanciation physique, contrôle des accès à des espaces privés. Donc, de multiples technologies. Il y en avait aussi avec l'intelligence artificielle pour mieux prévoir les risques avant que quelqu'un attrape le virus. Les professionnels du Lab d'innovation de Samsung ont collaboré à comprendre le fonctionnement de ces technologies. Si on veut gérer les risques, il est essentiel de comprendre certaines questions techniques fondamentales liées à chacune des applications. Serait-ce possible, s'il te plaît, pour notre audience, de faire un survol des questions les plus structurantes en matière de choix technologiques? À toi la parole, Gilles. Bonjour. Oui, tout à fait. Alors, dans les 5 minutes qu'on a pour survoler toutes ces technologies, évidemment, il a fallu faire un choix. Et donc, je me propose de rapidement vous expliquer un des paramètres importants de ces technologies, et principalement autour des applications de suivi de contact, qui sont évidemment celles qui ont fait l'objet de plus de débats, aussi bien dans les pays européens, au Canada, aussi aux États-Unis, et de parler un petit peu d'un des aspects qui est très structurant de ces technologies et qui a été un des choix qu'ont dû faire les gouvernants et les développeurs de ces solutions. Et donc, il se trouve que ces technologies
se sont divisés en deux grandes familles, on va dire, les systèmes centralisés et les systèmes décentralisés. Et c'est ce choix qui a fait l'objet d'énormément de débats dans la communauté scientifique et technologique et d'ingénierie, mais aussi au sein des gouvernants. Et donc, je pense que c'est un sujet intéressant pour montrer la technologie, à quel point elle véhicule une philosophie, quelque part, qui peut être différente et perçue différemment. Et donc, quelle est la grosse différence entre ces systèmes centralisés et ces systèmes décentralisés? Eh bien, dans un système centralisé, l'idée est d'utiliser un organisme central qui va contrôler au maximum l'information et le traitement de ces informations. Toutes ces informations qui sont collectées vont passer et être traitées dans ce serveur central. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on pense qu'il est possible de sécuriser au mieux ces données si elles sont centralisées à un endroit et si on les met dans cette forteresse qui est centralisée par définition. Une autre philosophie est celle décentralisée. Là, au contraire, l'idée est plutôt de dire qu'on ne peut faire confiance à aucun des acteurs du système, puisque tous ces acteurs peuvent, d'une manière ou d'une autre, être attaqués. Et donc, il vaut mieux essayer de limiter l'information qu'a chaque acteur pour qu'une attaque ne puisse pas faire suite à une fuite de données. Et donc, les systèmes décentralisés, elles, limitent l'information qu'a chaque acteur et le sécurisent aussi, bien évidemment. Donc, très rapidement, on peut voir ce qui structure ces systèmes centralisés ou décentralisés à travers quelques fonctionnalités de ces applications de suivi. La première chose à savoir, c'est que, évidemment, toutes ces détections de contact sont principalement faites autour de l'utilisation du Bluetooth, qui est la seule technologie à permettre à cette finesse en termes de distance de détecter un contact. Le GPS aujourd'hui est pas assez précis. Il est utilisé par certaines applications avec le Bluetooth, mais n'est pas suffisant tout seul. Et donc, ces données qui sont collectées à travers le Bluetooth, ce sont des identifiants uniques, plus exactement pas des identifiants uniques, mais des clés aléatoires qui sont générées à partir de ces identifiants uniques pour éviter, évidemment, qu'on puisse identifier les utilisateurs. Et bien, ces clés qui sont générées à partir d'un identifiant unique, dans un système centralisé, vont l'être par le serveur lui-même. Ça veut dire que le serveur aura connaissance de l'identifiant unique correspondant à chacune de ces clés. Et donc, si jamais il y a une fuite de données à cet endroit-là, on est capable d'identifier les gens uniquement. Si ce n'est les gens, au moins les adresses IP et d'être capable de voir les téléphones qui ont accédé à ce serveur. Dans le système décentralisé, ce sont les téléphones eux-mêmes qui génèrent ces clés aléatoires à partir de l'identifiant unique. Et donc, personne, à part le téléphone lui-même, n'est capable de remonter à l'identifiant unique. De la même manière, au moment où un individu est testé positivement, eh bien, il va envoyer des clés à un serveur. Et ces clés, dans le cas d'un système centralisé, ce sont les clés des contacts qu'il a eus avec des personnes. Et dans le cas d'un système décentralisé, ce sont directement les clés aléatoires donc, de ces personnes testées positivement. Et donc, c'est encore une fois très structurant, mais dans un système centralisé, c'est le serveur central qui va décider de contacter les gens qui ont été en contact avec un individu testé positivement. Et donc, encore une fois, ce serveur a besoin de pouvoir discuter avec un téléphone. Donc, en quelque part, il y a un lien de 1 à 1 avec cette personne. Dans le cas d'un système décentralisé, à l'inverse, ce sont les personnes eux-mêmes, les téléphones, tous les téléphones qui vont télécharger la base des gens qui ont été testés positivement, ou plus exactement des clés aléatoires, bien évidemment, des gens testés positivement pour l'anonymisation, et qui vont eux-mêmes, sur le téléphone, vérifier s'ils ont été en contact avec eux. Donc là, le traitement de l'information est fait au niveau du téléphone et de l'individu, là où dans un système centralisé, le traitement de l'information est fait au niveau du serveur. Donc là encore, on voit une différence de philosophie qui est très structurante, qui est très intéressante pour voir quels sont les modes de gouvernance des technologies et comment un gouvernement peut utiliser une technologie de manière différente. Voilà, je crois que j'ai terminé pour mes 5 minutes d'explication sur ce sujet. Un gros merci, Gilles. Un gros merci au Lab d'innovation de Samsung aussi. Les défis techniques de compréhension, être capable de vulgariser, c'était un essentiel. Puis c'était pas si simple avec la multiplicité d'applications qu'on regardait. Le volet éthique et gouvernance au cœur de nos préoccupations. Donc, Bryn Williams-Jones, professeur titulaire en bioéthique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, membre de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique,
a été l'un des grands contributeurs à cette partie de nos travaux. Donc, Bryn travaille sur le volet éthique-gouvernance. On était très conscients du fait que la mise en œuvre de ces technologies visant à sauver des vies et à redonner un minimum de liberté à tous allait être difficile à faire adopter de façon volontaire. Pour atteindre les objectifs visés, à savoir l'adoption par un nombre suffisant d'utilisateurs pour que la technologie soit efficace, il faut prendre en compte les habitudes, les inquiétudes des utilisateurs visés, donc leur imaginaire. Force est de constater que même si une technologie est largement accessible, elle est efficace, est explicable, est aisément employable pour un large public, même s'il y a des mesures efficaces de gestion des risques techniques, juridiques et éthiques, c'est difficile pour la plupart des États et des entreprises de convaincre les utilisateurs visés d'adopter ces technologies qui visent d'abord et avant tout à se protéger et à protéger ceux qui nous entourent. Pourquoi cette résistance? Quels sont les imaginaires qui font en sorte que les gens ont de la difficulté à accepter qu'on utilise des technologies pour les protéger ceux qui les entourent? Merci Anne-Marie. Une des choses qui est importante dans cette réflexion, c'est de rendre compte de la diversité de façons qu'on peut imaginer la situation dans laquelle on vit. Et le travail de l'équipe éthique dans ce rapport, et je mets un mot en particulier à David Doe, qui a vraiment piloté la rédaction de cette partie du texte, à nous aider à forcer à réfléchir à comment on crée un imaginaire, comment est-ce qu'on va concevoir une technologie. Et dès le départ, si on arrive avec une vision plutôt technique, on imagine que la technologie est neutre, bien, on va être à côté de la plaque parce qu'on ne va pas rendre compte que chacun, que ce soit le concepteur ou le citoyen, le acteur qui est responsable pour mettre en application la technologie, a une vision particulière de qu'est-ce qui est la bonne chose à faire et ça crée des biais souvent implicites dans notre manière d'imaginer quels sont les problèmes, quels sont les bénéfices potentiels, quelles sont les limites. Donc, on a établi comme 5 grandes façons d'imaginer ou d'encadrer cette réflexion. Le premier, c'est évidemment notre référence à les grandes épidémies de la passé. Et là, ça nous amène à avoir peur des pandémies de grippe espagnole, par exemple, ou la peste noire. Et dans cette logique, on peut imaginer des scénarios où la réponse, c'est une réponse urgente à une situation de crise parce que le danger, c'est aigu. C'est des dizaines, des centaines de millions de morts. On a peur de ça. Et donc, les réponses légitimes dans ce contexte sont des réponses extrêmes de quarantaine, d'isolement des bonnes parties de la population. Mais si on a ça comme point de vue, ça nous amène vers un peur à l'extrême ou à contrepartie de dire, mais non, les données nous démontrent qu'il n'y a pas des millions de morts, donc on n'a pas besoin d'être autant peur. Donc, ça, c'est une première façon que les gens vont regarder n'importe quelle technologie ou intervention qui est mise en place pour gérer cette situation de crise. C'est référence historique. L'autre qu'on voit quasiment immédiatement, c'est le langage de la guerre ou le terrorisme. Donc, on a peur et il y a une situation de crise. Et donc, on a vu ça de la part des leaders des États, en France, en Grande-Bretagne, entre autres, aux États-Unis, où on parle de guerre contre le virus. C'est un autre cadre de référence, une autre façon d'imaginer le problème, et ça mobilise des perspectives autour de l'utilisation de force, rassemblement de toute la population, besoin d'accepter peut-être certaines limites de nos libertés pour le bien commun, pour lutter contre cet ennemi qui est un virus. Mais évidemment, il y a une limite avec cette métaphore parce que le virus est invisible. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut nommer, ce n'est pas un étranger dans un autre pays, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, que nous, on propage. Donc ça nous amène peut-être vers une autre métaphore, c'est de situer l'individu dans son relation sociale, économique, politique, en relation avec la nature, l'environnement. Donc, de plus en plus, on commence à nommer l'importance des effets sociodémographiques qui vont être les causes de l'émergence de ce virus et d'autres, et dont les réponses
vont être des réponses sociales et pas juste technologiques. Mais non plus est-ce qu'on veut tomber dans une logique de nier l'importance ou la possibilité d'une intervention technologique pour aider à résoudre un problème complexe parce qu'il peut être partie de la solution. Et donc, une métaphore qui fait relation avec la nature, comment se situer, nous aide à voir qu'il y aura une multitude d'acteurs en jeu, pas juste des acteurs technologiques, mais également des acteurs politiques, sociaux et environnementaux. Ça nous amène avec un autre cadre de référence, et c'est probablement celui qui est le plus dominant actuellement, cette notion de surveillance de masse. Donc, on a des fois peur et on a également beaucoup d'espoir pour la capacité technologique de surveiller, dans son sens positif, une éclosion, de nommer les facteurs de risque, d'être en mesure de le suivre et de le gérer. Et en contrepartie, la peur d'une surveillance de masse qui fait qu'on perd nos libertés, qu'il n'y a plus de place pour la vie privée, sont partis d'une discussion dominante actuellement, important, mais le danger encore avec cette métaphore ou cet imaginaire, c'est qu'on pense que juste la vie privée est le sujet de l'art, qu'il n'y a pas d'autres problèmes éthiques ou sociaux ou politiques. Donc, ça peut biaiser, orienter notre façon de nommer les problèmes. Et aussi, c'est un discours où on voit beaucoup d'utilisation de la logique d'un pente glissante, qui fait que c'est inévitable qu'une mise en application d'une technologie de surveillance, soit vue d'une façon positive ou négative, va nous amener à d'autres changements sociaux et politiques et qu'on ne peut pas tracer en ligne quelque part. Mais notre histoire de développement et d'innovation sociale nous démontre qu'en tant que société démocratique, on est en mesure de tracer des lignes, de décider ici on arrête et on met en place des balises. Même si on a les pouvoirs, il y a des choses qu'on ne va pas faire parce qu'il y a des risques trop importants pour nos sociétés, pour nos libertés, pour les populations vulnérables. Donc, on peut ajouter un autre imaginaire, une autre façon de penser le problème. Et là, on pense à un imaginaire de soins. Donc, de vraiment resituer le discours dans un contexte de santé publique, dans son sens large, de promouvoir le bien commun, mais aussi pas juste dans une logique paternaliste d'imposer une réponse, mais dans une logique de soutien et de partage de responsabilités interindividuelles pour faire du caring, d'aider chacun pour répondre à un problème qui nous dépasse chacun. Ça ne peut pas juste être une réponse étatique ou une réponse technologique, parce que ce n'est pas juste un ennemi à l'extérieur, c'est quelque chose que chacun de nous peut propager. On peut infecter les membres de notre famille, nos co-citoyens. Et on peut également partir de la réponse. Donc, un partage via un principe de solidarité, des responsabilités et également une capacité d'agir. Ce qui est essentiel avec ces différents imaginaires, c'est de reconnaître qu'ils sont tout en jeu. Et donc, nos régulateurs, les décideurs, les entreprises ont besoin de reconnaître que les citoyens vont regarder n'importe quelle technologie à travers un ou plusieurs de ces imaginaires. On a besoin de prendre ça en compte parce que sinon, on pourrait avoir le meilleure technologie possible, mais il va complètement planter parce qu'on ne prend pas en compte les lunettes que les gens portent quand ils regardent cette technologie. Merci. Un gros merci, Bryn. Tu as tellement bien mis la table. C'est les défis qu'on voit dans les médias tous les jours, là, la perspective de chacun en fonction de son imaginaire qui fait en sorte qu'il y a de la résistance à l'adoption de technologies qui visent essentiellement à sauver des vies et à donner des libertés aux individus. Donc, ce que vient nous décrire Bryn, à savoir le contexte ou les référentiels qui influencent les décisions des utilisateurs visés, combinés aux enjeux techniques dont Gilles nous a parlé, des solutions envisagées, là, nous avait fait conclure avec Alison Marchidon, qui est docteur en sociologie, professeur agrégé responsable du programme de maîtrise en philosophie de l'Université de Sherbrooke, qui est également membre de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Donc, nous a fait conclure très, très tôt dans le projet que pour intégrer des solutions technologiques aux stratégies de sortie de crise,
la clé du succès sera un mode de gouvernance participatif pour avoir une réelle acceptation sociale. Donc, une gouvernance qui serait fondée sur des principes qui intégrerait des gens qui ont les compétences comme on a aujourd'hui, techniques, juridiques, éthiques, pour cerner et gérer les risques. Comme le dit Bryn, si on comprend bien les risques, on devrait être capable en 2020 de les gérer. Donc, Alison, quels sont les défis ou les pièges à éviter dans la mise en œuvre d'une telle approche de gouvernance? Merci beaucoup, Anne-Marie. Oui, en fait, Bryn a effectivement très bien mis la table. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre tout ça en œuvre. Donc, dans la perspective qui est celle du soin ou du souci de l'autre, on peut identifier, en fait, certaines valeurs clés que nous souhaitons voir guider nos choix technologiques en contexte post-COVID. Donc, ces valeurs-là qu'on a identifiées, elles sont vraiment imprégnées de cet imaginaire-là du soin. On a identifié, entre autres, la plus-value sociale, la transparence, l'autonomie, la justice sociale et l'inclusivité. Maintenant, pour pouvoir actualiser réellement ces valeurs-là dans nos choix technologiques post-COVID, ça prend deux éléments essentiels. Le premier, ce serait de mettre en place ce qu'on pourrait appeler une structure éthique, qui serait transparente et indépendante et qui permettrait, dès la conception d'une technologie, d'identifier les différents enjeux éthiques qu'elle porte et les différents conflits d'intérêts potentiels aussi liés à cette technologie-là et aux personnes qui la portent. Et ensuite, cette structure éthique-là permettrait d'assurer le respect des valeurs qu'on a identifiées, donc qui sont celles qu'on juge importantes dans cette perspective-là de soins, et d'assurer une surveillance constante, continue tout au long du déploiement de la technologie en question, donc de s'assurer que ces valeurs-là sont bien respectées. Donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, il est central. En fait, il touche vraiment la gouvernance technologique et ça nous semble vraiment essentiel pour actualiser ces valeurs-là dans l'esprit du soin et du souci de l'autre. C'est des mécanismes, en fait, de gouvernance qui permettraient d'inscrire nos choix technologiques dans une approche vraiment inclusive et participative. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie un certain nombre de choses. D'abord, ça signifie d'inclure dans nos réflexions et dans nos décisions quant à nos choix technologiques une large représentation de groupes d'acteurs, notamment et surtout ceux et celles qui sont le plus à risque de discrimination par ces technologies-là, ainsi que les acteurs gouvernementaux, évidemment, qui doivent être mis dans le coup, et les différents groupes de la société civile, groupes professionnels, qui doivent être eux aussi mobilisés parce qu'ils sont des relais importants auprès de la population. C'est ce que nos collègues européens appelaient les corps intermédiaires. Le deuxième élément peut-être très important pour pouvoir mettre en place cette gouvernance inclusive et participative, il faut que cette inclusion-là se traduise par une participation réelle de cette diversité d'acteurs-là aux décisions. Et dès l'amont, donc dès le stade d'émergence d'une technologie. Donc, il ne s'agit pas juste d'informer ou de vraiment une participation réelle dès l'amont. Et ensuite, en aval, pour permettre de mettre en lumière les enjeux concrets des technologies déployées, cette participation-là doit être mobilisée aussi. Donc, tout au long du déploiement de la technologie pour qu'on puisse voir les enjeux concrets et assurer des réajustements constants de la technologie pour mieux adresser ces enjeux-là réels qui surgissent au fil de l'utilisation ou de l'expérience et qu'on n'aurait peut-être pas pu anticiper. Donc, c'est de mettre en place une boucle de rétroaction continue. Et enfin, cette inclusion et participation-là aura avantage à être faite au niveau, à deux niveaux, en fait, pour nos choix technologiques. Donc, tant au niveau sociétal, donc elle doit se faire avec l'État de façon coordonnée par l'État, mais aussi au niveau des entreprises et des organisations où ces technologies-là vont être déployées. Donc, il s'agit de ne pas imposer cette technologie-là, mais bien de solliciter la participation des différents acteurs interpellés, par exemple les employés d'une organisation, pour vraiment voir quels sont les enjeux reliés à l'utilisation de cette technologie-là et comment est-ce qu'on peut l'utiliser de meilleure façon. Bref,
pour conclure là-dessus, l'idée est ici de déployer ce qu'on appellerait une gouvernance technologique qui ne se contenterait pas seulement d'obtenir des consentements ou même une adhésion, qui irait plus loin, qui voudrait aussi rendre les différents acteurs interpellés par cette technologie-là. Et là, dans ce contexte-ci, ça interpelle à peu près tout le monde, en fait. Donc, c'est de nous rendre comme acteurs capables de participer activement à cette gouvernance technologique-là pour vraiment que les solutions technologiques, si on décide de les adopter, soient vraiment à notre avantage et d'en minimiser les conséquences négatives pour vraiment s'inscrire dans une logique de partage réel des responsabilités auxquelles on faisait référence tout à l'heure. Merci. Un grand merci à Alison et Bryn. Vraiment pas si simple cet enjeu-là. On comprend bien. Il y a une note du leader de la Digital Factory de Thales qui nous dit, vous parlez du raisonnement, mais l'enjeu n'est-il pas lié à l'imaginaire qui est très fortement structuré par ses référentiels? C'est exactement ça le défi. C'est exactement ça le défi de multiples imaginaires qu'on essaie de concilier. Et puis en situation de crise, tout va très vite. Donc, une gouvernance participative, inclusive, c'est encore plus compliqué à mettre en œuvre quand on est en situation de crise, mais encore plus important vu l'importance des objectifs qui visaient la santé publique, puis de permettre aux gens de retrouver un minimum de liberté. Donc, on avait, pour nous accompagner tout au long du projet, Charles Morgan, qui est co-leader du groupe du droit des technologies de l'information de McCarthy-Tétrault, l'une des grandes firmes d'avocats canadiennes, qui a été désigné le cabinet d'avocats de l'année en technologie par Chambers Canada en 2019. Mais Charles est aussi président d'International Technology Law Association, ITech Law. Donc, grâce à lui, on a eu accès à un réseau d'avocats de partout sur la planète pour réfléchir aux enjeux. Donc Charles, pour permettre des décisions éclairées dans un environnement aussi critique et complexe, une méthode de validation de choix de technologie est essentielle. Donc, les avocats d'ITech Law ont contribué au développement d'une grille d'évaluation reprenant les 6 principes décrits par Alison, accompagnés de critères concrets pour permettre une évaluation rigoureuse des risques, un essentiel pour bien les gérer. Les experts en droit des technologies et de la protection des renseignements personnels de plusieurs pays du monde ont contribué au développement de cette grille d'évaluation et ont testé son utilisation sur les projets qu'on avait choisis pour préparer le rapport. Quelles sont les principales leçons apprises en utilisant cette méthode pour évaluer les différentes technologies disponibles? Merci beaucoup, Anne-Marie. Lorsqu'on a abordé le sujet, lorsqu'on a commencé ce projet, on s'est fixé comme objectif d'aller au-delà des grands principes, au-delà de la théorie et d'aller dans une voie très pratique afin de fournir aux décideurs des outils concrets qu'on pourrait utiliser pour choisir la technologie et rejoindre le plus de monde possible. Donc, une fois qu'on a établi un cadre de référence en analysant les imaginaires, une fois qu'on a bien saisi les technologies et les nuances entre les technologies adoptées, une fois qu'on a mis en place une structure de gouvernance participative, on voulait aussi proposer des outils de gouvernance. Et l'outil qu'on a proposé, c'était une grille d'analyse qui permettrait de faciliter la validation des décisions. On s'est inspiré du concept d'un Privacy Impact Assessment, une grille d'analyse de protection des données. Mais on s'est dit rapidement qu'il fallait, dans ce contexte, aller au-delà des questions de la vie privée. Il y a toutes sortes de questions qui surgissent à la surface dans ce contexte. Et donc, on a développé une méthode d'analyse plurifacteur. On s'est inspiré
du cadre que les membres de High-Tech Law avaient développé dans leur livre Responsible AI. On a regardé une série de principes de base qui, de plus en plus, semblent faire le reflet d'un consensus émergent. Et ce qui était fascinant pour nous, c'est que même si on avait abordé ce sujet de la perspective d'un regroupement d'avocats qui travaillent à travers le monde, les principes qu'on avait signalés, entre autres les questions de transparence, explicabilité, fiabilité et sécurité, les notions de bénéfice social, équité et non-discrimination, les principes en question qui vont au-delà, bien au-delà des questions purement de protection des renseignements personnels. Il rejoignait également les principes qu'avait développé l'équipe éthique sur notre regroupement. Donc, on était tous sur la même longueur d'onde et avec une grille qui était détaillée, qui énonçait non seulement les principes, mais qui avait grand nombre de questions et sous-questions qui permettaient à développer chacun des principes et chacun faire l'analyse en profondeur de chacun des technologies. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Il ne suffit pas de dire on a une excellente technologie qui est meilleure que tous les autres. Il faut pouvoir démontrer que c'est le cas. Il faut pouvoir démontrer et expliquer aux gens comment la technologie fonctionne, comment la technologie répond aux craintes légitimes des gens qui sont frileux, qui n'ont peut-être pas la confiance nécessaire d'utiliser cette technologie. Et donc, la grille d'analyse est un outil décisionnel, mais c'est aussi un outil qui permet de faciliter la validation des choix, des décisions prises par une entité, par un gouvernement ou par une entreprise, et de rassurer le public qu'on a posé les bonnes questions, on a évalué les risques et on a trouvé les manières de mitiger les risques. Ce qui était très clair dans notre étude, c'est qu'il fallait vraiment comprendre la technologie de base de chacun des applications. On a regardé une vingtaine de technologies, on est allé en profondeur sur une douzaine de technologies. Nos analyses de tous et chacun de ces technologies sont en annexe du rapport, donc vous avez accès à ces études. Mais selon la technologie en question, l'un ou l'autre des risques qu'on a ciblés va être mis plus en lumière. Donc, c'est essentiel de bien comprendre la technologie et d'appliquer cette grille d'analyse plurifacteur. Ce n'est qu'en identifiant les risques qu'on est capable et en mesure de aussi proposer des mesures d'atténuation des risques. Et donc, le rapport en question, lorsqu'on fait l'analyse de chacune des technologies, il y a aussi des commentaires sur les mesures d'atténuation des risques. Enfin, comme on a vu, même en rédigeant le rapport, le rapport qu'on avait en tête au début du processus, à vrai dire, n'est pas du tout le rapport qu'on a produit au final, et c'est normal. On est en temps de crise, il y a eu la perspective de plusieurs chercheurs de partout dans le monde, ça allait rapidement, et il fallait être agile et répondre à de nouveautés, à de nouvelles informations, des imprévus. Bien, ce que notre vécu, c'est vraiment exactement ce que tout décideur va vivre en décidant comment utiliser, comment mettre en œuvre une technologie. Et donc, comme vous avez à confronter un processus, vous êtes en train d'embarquer dans un processus agile avec des imprévus, ben, votre manière d'utiliser la grille en question
ça va évoluer aussi et c'est une évolution qui fait en sorte que si la technologie change, ben, vous allez refaire et vous pouvez refaire cette analyse en conséquence. Un grand merci, Charles, pour tous ceux qui consulteront cette grille d'analyse. Ils comprendront bien que tous les imaginaires dont nous a parlé Bryn sont à peu près intégrés, l'identification des risques, leur compréhension pour être capable de les gérer. C'est le fondement de la mise en œuvre de technologies. Donc, je voudrais rappeler à tous ceux qui sont à l'écoute qu'il y a une fonction pour poser des questions à nos panélistes. Donc, je demandais à un dernier intervenant, Jean-Louis Davet, président de Denos Health Management et conseiller stratégique de la Human Technology Foundation. Donc, Jean-Louis, toute ta carrière, tu as travaillé avec des technologies de rupture, des données de santé, et tu as permis des avancées marquées pour la société dans plusieurs domaines. Des défis de mise en œuvre de technologies, tu en as rencontré plusieurs, mais ceux associés à l'usage de technologies pour une sortie de crise sanitaire sont particulièrement complexes. Le sentiment d'urgence, associé aux objectifs de sauver plus de vies et de permettre une reprise de l'activité économique et en société également, font en sorte que les décideurs veulent procéder rapidement, puis parfois ont escamoté des étapes, ce qui rend l'adhésion des usagers plus difficile dans une démocratie. Donc, la démarche proposée, on a vu comment on peut la mettre en œuvre pour une pandémie, mais est-ce qu'on pourrait s'en inspirer pour d'autres finalités? Merci Anne-Marie. Bonjour à tous. Je vais prolonger un petit peu les propos de Charles en disant que finalement, ceux d'entre nous qui ont été confrontés à ce type de décision savent finalement que chaque décideur, qu'il soit public ou privé, est confronté à un délicat équilibre entre des tensions, des contraintes qui sont souvent difficilement conciliables. C'est véritablement une série de dilemmes affrontés et j'aimerais revenir dessus rapidement, pas uniquement dans le cadre de la pandémie d'ailleurs. Mais dans le cadre de la pandémie, il y a une première contrainte qui est l'efficacité sanitaire du dispositif. Ça a l'air évident, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Parce que compte tenu de toutes les inconnues qu'on a sur le virus, on peut s'interroger sur la réelle efficacité des dispositifs qu'on est obligé de mettre en place du jour au lendemain. Par exemple, on parlait du contact tracing, est-ce que le fait que deux téléphones se croisent ou signalent leur croisement est vraiment le signe d'une contagion possible? C'est évidemment un peu plus complexe. Combien faut-il avoir d'utilisateurs adoptant l'application pour qu'elle soit efficace? Certaines applications revendiquent un minimum de 60% pour être efficace, d'autres 15%, et dans certains pays, on constate que le taux d'adoption est inférieur à 3%. Alors, ça nous conduit d'emblée à une deuxième contrainte, qui est que si un taux d'adoption doit être significatif, mettons 60%, est-ce qu'on doit rendre pour autant le dispositif obligatoire? Et le peut-on? Au titre d'une mesure d'exception, en modifiant la loi, en entreprise, est-ce qu'il faut modifier le règlement intérieur? Et ça nous conduit à une troisième contrainte, qui est celle de l'acceptabilité sociale, qui a déjà été un petit peu évoquée. Dans nos sociétés, l'obligation est-elle acceptable? Et avec quel risque et responsabilité? Quatrième contrainte, le respect de la vie privée, ça a été largement débattu. On sait que c'est en général le premier thème qui arrive, et parfois réduit au thème de la protection des données. Cinquième contrainte, c'est quand on se lance vers ce type de dispositif, est-ce qu'on ne s'expose pas au risque de fracture numérique? Quelles mesures alternatives est-ce qu'il faut mettre en place pour éviter la perte de chance qui résulte de l'utilisation de la technologie pour ceux qui ne peuvent pas y avoir accès? Et la sixième contrainte, qu'on a oubliée un petit peu au départ et qui est revenue très, très, très rapidement dans les débats, c'est celle de la souveraineté numérique. Que fait-on si la technologie qui nous semble la plus efficace nous met à la merci de véritables empires quasi monopolistiques et surtout si l'on doute de l'exploitation qu'ils feront ensuite de nos données? Alors, sur toutes ces tensions, dont on voit d'ailleurs qu'elles sont étroitement imbriquées, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours l'éthique qui est mise en avant comme argument, tant pour les tenants d'une thèse que par leurs opposants. Ça, c'est assez extraordinaire, c'est toujours l'éthique qui est utilisée, souvent à juste titre d'ailleurs, mais avec des conceptions différentes de la traduction concrète des valeurs éthiques ou parfois avec des priorités différentes. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, l'entreprise, en plus, est soumise à des tensions spécifiques. Je crois qu'il faut revenir au slide précédent, Antoine.
En effet, dans nos démocraties, la probabilité est faible qu'un outil technologique soit imposé. Dès lors, l'État qui recommande une application, je dirais entre guillemets facultative, aura besoin de leviers pour aider à son adoption au sein de la population. Et l'entreprise peut être un levier extrêmement tentant pour toucher directement les salariés. Alors le chef d'entreprise, le décideur, lui, se retrouve alors pris en étau entre ce que peut lui demander gentiment l'État sur son application facultative et les responsabilités qu'il estime être les siennes par rapport à ses employés. Et lui-même d'ailleurs, choisira-t-il de rester neutre ou d'influencer ses employés pour qu'ils adoptent le dispositif qui, lui, l'a convaincu à titre personnel? Ensuite, l'outil d'aide au déconfinement est moins lié à l'exercice opérationnel, moins lié aux outils et aux contrats de travail que ne l'est par exemple la pratique du télétravail, qui a été largement mise en place dans toutes nos entreprises. Mais surtout, il y a un phénomène intéressant avec la Covid-19, c'est que le virus est bénin pour la très grande majorité des individus actifs et très grave surtout pour les personnes âgées ou atteintes de comorbidités sévères. Donc l'effet des mesures sanitaires qu'on met en entreprise, elle touche finalement davantage l'entourage proche ou partiel, occasionnel du salarié que le salarié lui-même. Dès lors, la légitimité de l'employeur et les leviers que peuvent constituer le lien de subordination ou l'obligation de santé au travail sont bien moindres que dans le cas du télétravail. Et donc, c'est pleinement la responsabilité sociale de l'entreprise au sens propre du terme et au sens le plus large qui est interpellée. Donc, on voit bien là que, on peut passer au slide suivant, Antoine, on voit bien là que la démarche globale qu'ont décrit les précédents intervenants est totalement indispensable pour appréhender d'un point de vue holistique l'ensemble de ces contraintes. Alors, il y a également quelques jalons déterminants quand on met en place de telles méthodes. Le premier point, c'est de bâtir un référentiel commun de la situation. Et là, ça fait directement allusion à ce qu'exposait Bryn. Ça renvoie aux schémas mentaux et aux biais qu'on a évoqués. Il faut commencer au sein de l'entreprise par partager une vision commune de la situation et statuer avec toutes les parties prenantes sur le référentiel, le cadre de référentiel qu'il convient une bonne fois pour toutes d'adopter. Est-ce que c'est la guerre? Est-ce que c'est la surveillance de masse? Est-ce que c'est le soin? Et ensuite, cette vision de la situation, elle doit se partager au même titre que l'on partage la stratégie business de l'entreprise. Il faut y mettre le même effort et il ne s'agit pas d'envoyer une note toutes les semaines sur l'état de la situation. Il faut déployer ça comme on déploie la stratégie business. Aussi, on a parlé de la gouvernance, il faut structurer la gouvernance du projet très en amont. C'est une gouvernance qui soit représentative de toutes les parties prenantes dans l'entreprise et une gouvernance qui agisse en toute transparence. On l'a dit plusieurs fois, la confiance est indispensable pour recueillir l'adoption. Et on a bien mesuré lors de cette crise ce que peuvent coûter malheureusement une communication confuse ou trop partielle. L'instance de gouvernance indique qu'elle va être agile, mais c'est extrêmement important pour adapter le dispositif au fur et à mesure qu'on découvre de nouvelles choses sur la pandémie ou que l'on découvre de nouvelles discriminations qui se révéleraient à l'usage de l'outil retenu. Et on a également parlé de la pédagogie, c'est un point absolument indispensable. Ça a été clairement exposé à de multiples reprises, mais il faut comprendre quand même que c'est très difficile d'expliquer ces technologies à ces salariés dans l'entreprise quand ils ne sont pas issus du milieu de la tech. Il faut dire exactement ce que les technos permettent, ce qu'elles induisent, de quel type de données elles se nourrissent, quels algorithmes sont mis en œuvre, où sont conservées les données, etc. Donc ça, ce sont 3 étapes qui semblent extrêmement importantes dans la mise en place de la méthode et au-delà même de la pandémie, j'y reviendrai. Alors, pour finir, quelques facteurs clés de succès que nous avons pu identifier au fur et à mesure de nos analyses et de l'observation de ce qui se passait à peu près partout dans le monde. Alors, tout d'abord, il faut savoir que toute mesure non comprise ou non admise sera inévitablement contournée. Nous sommes humains faits comme ça. Et l'adoption efficace d'un dispositif ne peut se construire que dans la confiance mutuelle entre employeurs et employés. Mais on ne construit pas la confiance en catastrophe, en situation de crise. L'antériorité du dialogue social et de la confiance mutuelle est clé. Ça sera donc beaucoup plus difficile à certaines entreprises qu'à d'autres. Il faut en être conscient. Ça, c'est un des drames de la gestion dans l'urgence et de se considérer tardivement qu'il y a effectivement des responsabilités clés que doit jouer l'entreprise. Deuxièmement, quelle que soit la technologie retenue, les données personnelles de santé, de contact ou les autres types de données qui auront été collectées ou traitées dans ce dispositif doivent être sanctuarisées par rapport aux autres activités de l'entreprise, voire encore mieux,
détruites passé la crise. Pas question d'utiliser ces données pour des évaluations de productivité. Pas question de les utiliser pour identifier des moments de vie de salariés, qui ils ont côtoyé, combien de temps ils ont passé à la machine à café, etc. Et le responsable de la protection des données, le DPO, doit absolument y veiller. Il doit être partie intégrante de la gouvernance. Troisième facteur clé de succès, on sait que des mesures sanitaires peuvent amener à stigmatiser des gens. Par exemple, en leur demandant de quitter leur lieu de travail, car elles viennent d'être identifiées comme ayant côtoyé un malade ou comme présentant des symptômes avant-coureurs. Dans ce cas, l'employeur doit compenser cette forme d'exclusion, parce que c'est bien une forme d'exclusion, non, tu ne peux pas venir travailler, tu présentes tel symptôme. Il doit compenser cette forme d'exclusion par des mesures d'aide concrètes, par exemple par une prise en charge immédiate vers un centre de dépistage, par une consultation et l'accompagnement du retour à domicile. C'est ainsi que l'entreprise prouvera réellement qu'elle se préoccupe et prend vraiment soin de tous au sens du soin tel que l'évoquait Bryn tout à l'heure. Et le quatrième enseignement qu'on a pu tirer, fort heureusement, la technologie ne fait pas tout. Et les dispositifs qui ont le mieux fonctionné au monde sont finalement ceux qui ont également impliqué des communautés ou des corps intermédiaires dans leur déploiement ou en complémentarité du dispositif technologique. Des communautés de quartier en Asie, des éléments du corps associatif, médical ou paramédical dans d'autres pays. Donc, il faut s'en inspirer en s'appuyant sur une organisation adéquate, propre à l'entreprise et à son écosystème. Donc, voilà, très, très rapidement. Alors, que dire en synthèse? Malheureusement, nous aurons d'autres crises, c'est une évidence. Mais heureusement, nous aurons d'une part l'expérience de celle-ci et d'autre part une technologie qui sera de plus en plus performante et dont nous serons tirés parti si nous y prenons bien. Voilà. Et la démarche qu'on a, pour répondre à Anne-Marie aussi, la démarche qu'on a prévue ici, on l'a amorcée en pleine crise, ça a été évoqué par Charles, mais on l'a amorcée en pleine crise en sachant de toute façon que cette crise catalysait des tendances de fond qui étaient déjà amorcées en matière de services de santé de plus en plus digitalisés et consommateurs de données personnelles. Donc la méthode, elle a été précisément construite pour s'adapter à beaucoup d'autres applications et beaucoup d'autres services dans le domaine de la santé et également au-delà du domaine de la santé. Merci de votre attention. Un grand merci, Jean-Louis. Tous les intervenants, en fait, avaient le même objectif. Là. Quand on a entrepris ce projet, le but était d'apporter notre contribution à des mécanismes qui permettraient de sauver plus de vies et puis de redonner un minimum de liberté aux individus. Donc, merci de chacune de vos interventions qui ont été faites dans ce sens. Je redonnerai maintenant la parole, c'est la fin du panel formel. On passe à une période de questions. Je redonnerai la parole à Éric Salebir, président de l'Institut de la technologie pour l'humain. Alors oui, on a quelques questions qui sont arrivées. Une d'entre elles concerne justement la dimension culturelle. Est-ce que, et c'est une question plutôt pour les éthiciens, mais plus largement, est-ce que vous avez remarqué que certains contextes culturels, voire politiques, ont amené à faire certains choix? Est-ce qu'on peut en tirer des conclusions? Est-ce que quelque part, ça peut aider les décideurs à décrypter un peu et à savoir dans quelle direction doivent s'orienter leurs choix? Je sais pas, ça peut être Alison, Bryn, par exemple. Je pense qu'il faut brancher vos micros pour parler. Je peux lancer rapidement. L'aspect de comparaison est intéressant. De regarder comment différents pays, surtout en Asie versus en Amérique du Nord et en Europe, ont apprivoisé la crise et ont intervenu. Donc, on voit des situations où il y a une acceptation, une acceptabilité sociale pour un État qui est beaucoup plus engagé dans la vie des personnes. On a vu ça en Chine, en Corée du Sud, en Singapour, qui est très différent de la résistance à cette intervention en Amérique du Nord ou en Europe de l'Ouest. Donc, d'avoir ça en perspective, je pense que c'est essentiel parce que ça a un impact direct sur les choix que les États vont mettre en place et les systèmes de gouvernance qui sont essentiels. Ça ne va pas être la même chose d'un pays à un autre.
Peut-être si je peux ajouter là-dessus, l'approche de gouvernance qu'on suggère ici, effectivement, ce n'est pas non plus quelque chose qu'on peut développer en temps de crise. Donc, je pense que ce que ça amène aussi à voir, ce qu'on est en train de discuter ici, ce n'est pas seulement pour cette crise-ci, mais peut-être des mécanismes à développer pour augmenter, nous, comme société, comme organisation humaine, à développer justement notre résilience et notre immunité collective face à ce genre de crise-là pour qu'on ait plus de capacité à s'adapter pour la prochaine fois. Donc, ce sont des réflexes ou des façons de faire qu'il faut développer en temps régulier pour être capable justement de les mobiliser d'autant plus en temps de crise. Merci beaucoup à tous. Si je peux me permettre d'ajouter un mot également. Ce qui était intéressant avec la crise, c'est que, bon, ça a commencé en Asie, et puis petit à petit, ça a passé en Europe, et puis maintenant, c'est en Amérique du Nord. Et donc, dans le temps, la réaction initiale venait d'abord de la Chine, mais petit à petit, on a vu des réactions plus occidentales, avec d'autres valeurs, d'autres niveaux d'emphase sur les questions des droits de l'individu, en tout cas une perspective de droits de l'individu. Et ce qui est intéressant, c'est que initialement, les technologies déployées en Chine avaient très, très peu de protection pour les individus en matière de protection des renseignements personnels. Mais rapidement, même la version utilisée à Singapour utilisait pour la première fois la technologie Bluetooth, qui est une technologie qui aide à déterminer si on est prêt à quelqu'un d'autre, mais n'identifie pas là où nous sommes. Donc, c'est une technologie qui est beaucoup plus protecteur de la vie privée des gens que le GPS, par exemple. Donc, il y avait une évolution initiale dans l'application utilisée à Singapour, où c'est asiatique, mais c'est aussi une société où on voit plus l'influence culturelle de l'Ouest. Et cette même technologie a été ensuite déployée en Australie et ils ont ajouté des couches supplémentaires de protection en adoptant une loi cadre qui venait protéger davantage, qui allait au-delà de la technologie pour protéger les droits des individus affectés par la technologie afin d'encourager une utilisation volontaire de la part de la population et non pas, comme c'était le cas en Chine, une situation où la technologie était imposée par l'État. Donc, clairement, une évolution et une variation d'application selon les questions culturelles distinctes. Merci beaucoup à tous les trois. Toute une salve de questions qui concernent les acteurs ou les décisionnaires. Une question, par exemple, comment agir à nos échelles de non-gouvernants, entre guillemets. Une autre sur quelle place pour les communautés. Est-ce qu'il y a seulement les gouvernants à la tête et puis ou la direction pour une entreprise et les employés par ailleurs. Une autre sur comment faire on va dire, un arbitrage entre la santé personnelle et puis la santé collective ou le bien commun. Est-ce que vous voulez réagir justement entre l'un et le multiple sur la façon dont il faut comme ça essayer d'arbitrer et voilà, comment est-ce que chacun peut agir? Alors, je ne dénonce personne, donc lancez-vous. Il nous reste juste quelques minutes. Donc, je peux lancer. Je pense que c'est comme on a essayé de faire dans le rapport, des dialogues, mais qui sont ancrés dans une humilité de reconnaître qu'on agit avec incertitude. Donc, d'essayer de faire le mieux possible, de mobiliser toutes les parties prenantes, d'écouter les différentes perspectives sans prétendre qu'il y a une recette magique qui va solutionner tous les problèmes. Un des défis, souvent, des modèles
de prise de décision, c'est qu'on imagine que suite à la fin de la prise de décision, suite à un processus, on aura le solution, au lieu de reconnaître qu'il y aura des solutions. Et ça va dépendre sur les différents acteurs autour de la table. Et on ne va même pas être sûr laquelle va être le meilleur. C'est même probablement pas possible. C'est plutôt qu'est-ce qui est le mieux qu'on peut faire à ce instant. Si je peux ajouter un exemple de comment notre rapport a évolué dans le temps, en temps réel, c'était au début, entre autres, moi, j'avais l'impression que notre rapport était destiné surtout pour les décideurs étatiques qui devaient choisir la technologie qui allait s'appliquer en France, en Allemagne, au Canada. Mais en cours de route, les Français sur l'équipe ont dit, bon, cette question s'est déjà dépassée en France. Les gens n'acceptent pas la solution étatique proposée en France. Il faut creuser au niveau de l'entreprise. Il faut creuser, il faut aborder les questions à un autre niveau parce qu'il n'y a pas de consensus sur la technologie. Les gens ne vont pas adapter ce que l'État nous propose. Et donc, c'est intéressant. Il fallait, dans nos efforts d'analyse, il fallait jouer avec cette tension entre les droits d'individus, les droits de société, et constater qu'il fallait quand même proposer des solutions qui allaient fonctionner dans un contexte où il n'y a peut-être pas une seule solution qui va être acceptée au niveau de l'État. Si je peux ajouter là-dessus, parce qu'il y avait aussi dans les questions, comment est-ce qu'on fait dans notre posture de non-gouvernant, je pense que pour faire le lien avec ça, donc je pense que c'est beaucoup justement à travers l'investissement des lieux qui sont les nôtres. Donc, c'est vrai qu'au niveau politique, ça peut nous sembler un petit peu plus loin, plus difficile d'avoir une influence ou de pouvoir participer à ces prises de décision-là. Mais quand on parle au sein de nos groupes plus immédiats, de nos entreprises, nos organisations, là, on pointe dans le sens de des représentations à faire pour justement aller dans le sens d'une démocratisation du travail, hein, pour qu'on ait plus de place à participer à ce genre de discussion-là. Donc, encore là, ça nous ramène à dire ben, quel changement est-ce qu'on veut mettre en place, pas seulement en temps de crise, mais de façon plus durable dans nos milieux de travail, parce que c'est là, effectivement, qu'on peut devenir des acteurs à pleine capacité, dans notre pleine mesure. Éric, si tu permets, j'aimerais dire un petit mot comme présidente de l'Institut de la technologie pour l'humain à Montréal. Le but était vraiment de permettre de rassembler des intervenants qui amènent des perspectives différentes pour que l'on puisse mieux comprendre les enjeux. Parce que nous étions tous conscients que la technologie pourrait aider à sauver des vies et que la technologie pourrait également aider des personnes plus à risque qui ont été mises en confinement. J'ai une maman de 85 ans, je n'ai pas envie qu'elle reste enfermée pendant 2 ans en attendant qu'on ait un vaccin, puis elle non plus. Donc, le but était d'apporter notre contribution collective à une démarche qui nous permettrait de bien saisir les risques et de bien gérer les risques et de faire une contribution pour permettre aux acteurs gouvernementaux ou entreprises, aux syndicats, à l'ensemble des contributeurs de ne pas avoir peur des technologies, mais plutôt de voir comment on peut se servir des technologies pour améliorer la vie des individus fidèles à notre mission de l'Institut de la technologie pour l'humain. Donc, un grand merci à vous tous. Je laisse le mot de la fin à Éric comme président de l'Institut de Human Technology Foundation Global pour votre contribution à cette initiative. Éric, on a juste zappé une question, je crois. Excuse-moi, Anne-Marie. Vas-y. Oui, non, parce qu'il y avait une question santé individuelle, santé collective. Donc, je crains qu'on n'ait pas le temps d'y répondre là, dans le temps imparti. Mais à la limite, si vous me laissez 30 secondes, je vais donner mon avis sur le sujet. Volontiers, vas-y. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas opposer les deux, premièrement. Deuxièmement,
ce qui nous a coûté très cher dans un grand nombre de pays, c'est d'avoir oublié ce que sont la santé publique et la santé collective. Ça, je pense que quand on parle, il n'y a pas uniquement la culture, il y a également l'expérience des notions de santé publique qui ont montré leurs différences entre pays. Et une fois qu'on a dit ça, s'il fallait prioriser, c'est très difficile de prioriser. Mais j'aurais tendance à dire que la pandémie, par définition, c'est la santé collective avant tout. Et la santé collective, elle passe en grande partie par la santé individuelle, pas que. Donc, d'abord la santé collective, et ensuite, s'il y a des problèmes de santé individuelle dus à cet arbitrage, je ne sais pas trop lesquels ils peuvent être d'ailleurs. Est-ce que c'est, on peut dire, santé collective, c'est hop, tout le monde reste chez soi, et la santé individuelle, c'est du coup, ça a des impacts psychologiques sur un certain nombre. Et donc, c'est la santé individuelle d'un tel qui est mise en péril. Ben, moi, je dirais, on commence par arbitrer pour la santé collective, et ensuite, on identifie les impacts qu'il peut y avoir sur différents éléments de santé individuelle, et on met les mesures en face. Voilà, parce que si on inverse la situation, c'est qu'on a complètement oublié finalement ce qu'est la santé au bout du compte. Et je pense que nos civilisations ont oublié. Nos civilisations dans les pays qu'on représente là autour de la table, on a oublié ce qu'est une pandémie. On les a vus de loin. On a trop oublié la réalité des choses et la réalité du monde. Et de fait, la santé est un bien commun. C'est souvent employé comme un slogan qui n'a pas forcément beaucoup de sens dans notre conception habituelle de la santé, des dépenses de santé. Mais là, je pense qu'on a remis un peu les pendules à l'heure sur le sujet. Enfin, la nature a remis les pendules à l'heure sur le sujet et on devrait en prendre un peu d'enseignement pour mettre au point des politiques de santé publique efficaces dans les pays qui n'en sont pas suffisamment pourvus. Merci beaucoup, Jean-Louis. En effet, cette crise nous aura amené à reprioriser un certain nombre de choses. Malheureusement, il y a un certain nombre de questions auxquelles on n'aura pas pu répondre dans le temps qui était imparti et qui est malheureusement maintenant écoulé. On essaiera de le faire sur les réseaux sociaux. On va trouver un moyen de rester en contact avec vous. Il me reste à vous remercier tous, les intervenants, les contributeurs, contributrices au rapport, et puis aussi chacun et chacune d'entre vous qui nous avez regardé, écouté depuis le Québec, la France, notamment la Belgique, la Suisse romande. N'hésitez pas à télécharger, à partager ce rapport. N'hésitez pas non plus à nous contacter si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils dans la mise en œuvre de cette méthode, parce que ça fait partie des questions qui ont été posées. Et puis, pour suivre l'actualité de nos activités, de ce qu'on vous propose, n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre lettre d'information. Voilà, merci beaucoup à tous et belle fin de journée à vous.